Messieurs, dames, bienvenue dans cet épisode numéro 5 du podcast Pause. Aujourd'hui, j'ai en ma compagnie mon super Gabriel, mon bras droit, enfin à gauche du coup, mais mon super bras à moi, et notre super Rougui aujourd'hui qui nous a rejoint, qui nous fait le plaisir d'être là, Athlète 2024. On va parler de tout ça. Yes. Comment tu vas ? Merci de m'accueillir. Ouais. Avec plaisir. Déjà, c'est vraiment un plaisir d'être là aussi et de partager ce moment avec vous. Sinon, je vais très très bien. Ouais. Vraiment, j'ai eu une très belle saison, donc je me sens bien. Comme j'ai l'habitude de dire, physiquement, émotionnellement et mentalement, je me sens très bien. Donc, Youpi. Ouais, on comprend que c'est un peu le rush en ce moment, oui, mais t'aimes ça ? mais c'est un bon rush, un rush positif et moi, j'ai besoin de ça, je pense. J'ai besoin que ce soit speed, qu'il y ait des projets, des initiatives. Enfin, il faut qu'il y ait plein de choses, il faut que ça bouge. Ok, très très bien, ça fait plaisir de t'avoir en tout cas. Oui. Je vais te laisser faire le traditionnel clap, je vais te laisser écrire ton nom, ton prénom, là où tu veux, il n'y a pas de règle. Let's go. Donc t'écris ça où tu veux, tu mets Rouguinette, Rougui, ce que tu veux. Allez, je vais mettre Petit. mon surnom, Oh là là. Rouguinette, avec un petit cœur. Et donc évidemment, @Rouguinette sur Insta les amis. Yes. Très très fort. Et Bon, après, tout le monde va clapper. savoir que j'écris très mal, mais c'est pas grave. On t'écrit Très très bien. bien. Je te laisse clapper sur cette cam Yes. et puis on commencera officiellement le podcast. Let's go. C'est parti. Let's go. Ah, ça fait plaisir. Youpi. Putain, le 5e déjà, ça passe vite. Ouais. Et toujours autant de plaisir. Toi aussi, Gab ? Moi, c'est mon troisième. Ouais, toi, Enfin, c'est ton quatrième, 3e. parce que le premier, j'étais de l'autre côté de la caméra. C'est vrai. Putain, c'est C'est vrai. Quel plaisir d'être à deux, c'est trop bien. Marougui, je te laisse expliquer un peu ton parcours scolaire. Ouais. Comment t'as fait pour rentrer dans le monde du sport ? Qu'est-ce qui a fait que ? À Yes. Alors, mon parcours scolaire, justement, j'étais plus étudiante que sportive à l'époque, en tout cas. toi ? Ouais. C'est ce que voulaient mes parents. Ils étaient très attachés à mon parcours scolaire, plus que sportif. Et donc, du coup, le sport, c'était vraiment un moyen d'aller voir les potes, honnêtement, et de juste sortir de la maison, etc. Parce que vraiment, mes parents, ils étaient en mode, on veut que tu fasses des études, etc. Le sport, c'est secondaire. Donc, j'ai eu mon bac, je suis de la Normandie, du coup, j'ai grandi là-bas. Et j'ai eu mon bac en 2013, si je ne me trompe pas. Et donc, je suis partie sur une année de prépa Sciences Po à Rouen. Donc, c'était à 1 heure de chez moi. Et à ce moment-là, le sport commençait à prendre une petite place quand même, parce que c'était le début des premières sélections. Mais j'étais toujours focus sur mon projet scolaire. Et donc, j'ai validé mon concours Sciences Po. Donc, ça, c'est, je pense, une de mes plus grandes fiertés pour le coup, parce que je viens pas forcément d'un milieu très aisé, et montrer que j'étais capable de valider un concours où vraiment c'est l'élite, ça faisait du bien. Et donc, j'ai intégré l'IEP d'Aix-en-Provence, ensuite de Toulouse, parce que là, du coup, il y avait la question qui se posait sur le double projet. Cette question-là qui devenait du coup de plus en plus importante, en tout cas qui prenait une place importante dans ma vie. Et donc voilà, j'ai fait ces 2 années-là et c'était merveilleuse, mais très difficile parce que pour le coup, à l'époque, c'était très difficile d'allier vraiment sport-études. On était dans un milieu où on nous demandait clairement de faire un choix entre les deux. Et je suis très têtue, donc j'ai jamais voulu vraiment me dire ok, je vais me concentrer sur le sport ou je vais suivre mes études et abandonner le sport alors que je commence à être plutôt pas trop mal. Ouais. Donc à la suite de ça, j'ai décidé de partir aux États-Unis. Donc j'ai fait appel aux universités américaines et pour le coup à l'époque j'avais un niveau déjà international B, donc très facile d'avoir une bourse américaine. J'ai obtenu une bourse de $200,000 pour représenter la Caroline du Sud, donc l'université où j'ai validé mon bachelor, et ensuite je suis partie en Floride, donc la Florida State University, où j'ai validé mon master en affaires et relations internationales. Et yes, I made it. C'est-à-dire que là j'ai validé le contrat avec la famille. On va te serrer la main. C'était le Marougui, hein. master. C'était vraiment de loin. Merci. C'était maman, papa, cordialement. Maintenant, je vais faire mon sport. OK. Ouais, en fait, ça a été la révélation qui a fait que tu as pris cette voie. Ouais, absolument. Clac. Vraiment, c'était... Il a fallu que tu ailles aux US quand même pour Ouais, prendre... pour le coup, ça c'était un peu dommage. Aujourd'hui, les choses commencent à changer quand même avec les nouvelles générations, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais la toute première
athlète à Sciences Po. Donc voilà, il fallait commencer à trouver des aménagements. Tu dis à l'époque, mais t'es pas si vieille que ça. J'ai 28 ans aujourd'hui, voilà. Donc bon, ça fait 10 ans, quoi. Okay. Ouais. Donc ça commence à dater. Je fais l'ancienne un petit peu. Parce que là, ça fait combien de temps que t'es athlète pro, enfin en tout cas sportive professionnelle? J'ai été sur les listes ministérielles de 2013, si je me trompe pas, pendant 11 ans. Okay. Donc du coup, ça faisait quand même un long moment. Et c'était un long parcours qui n'était pas forcément facile, mais où il a fallu prendre des décisions en fait à un moment donné et pas forcément celles que certains voulaient, en tout cas attendaient de moi, mais il fallait prendre des décisions et aujourd'hui je ne regrette absolument rien. Et je pense que si c'était à refaire, mais je le ferais 10 fois. Ouais, c'était la question aussi. Est-ce que tu aurais il n'y a rien qui te vient en tête que tu voudrais refaire? T'es fière de ton Vraiment, parcours? je suis super fière de mon parcours. Je suis heureuse d'être passée par toutes ces étapes-là. Après, là, ça a l'air très beau. Parce qu'on parle d'un diplôme, etc. Mais c'est passé par des sentiments d'échec, pour le coup, où là, j'étais à Aix-en-Provence, avec le coach. Au final, c'était très compliqué parce que je m'entraînais à Marseille. Donc, 1h30 tous les jours pour aller juste s'entraîner, donc 3 heures en tout. Et derrière, les études, c'était hyper compliqué. Ensuite, Toulouse, c'était un peu mieux, mais le Krebs, j'ai un super coach, etc. Mais là, on me demande de m'entraîner beaucoup plus. Donc, on passe à entre 7 à 10 entraînements par semaine. Donc, derrière, logiquement, tu rates certains TD. Mais les TD, de l'autre côté, tu ne peux pas les rater. Donc, comment est-ce que tu fais pour allier vraiment les deux? Et vraiment, ma vie, je pense que c'est un peu mon histoire, c'est ce double projet-là, scolaire et sportif, et ensuite professionnel et sportif dans un deuxième temps. Et vraiment, c'est vraiment une grande fierté aujourd'hui d'avoir pu réaliser ce projet-là. Ouais. Et du coup, explique-nous un peu plus, qu'est-ce que tu fais dans l'athlétisme Oui, notamment? alors du coup, je suis sauteuse en longueur. Ouais. En étant jeune, toujours dans mon délire je fais le sport pour le plaisir, j'ai fait un peu de tout. Pour l'anecdote, j'ai même fait du lancer de marteau. Donc... Ouais, ça tu le dis, en hiver tu fais du lancer de marteau, tu fais du saut de haie aussi, pour bosser ta vitesse et tout. J'ai fait du 100 mètres haies, d'ailleurs je le fais toujours, j'ai repris les haies pour vraiment transférer sur la longueur, la vitesse, l'engagement et le rythme. Mais pour le coup maintenant c'est vraiment la longueur, mais j'ai fait vraiment de tout, de la perche, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Et ça c'était ton choix de faire tout ça, ou c'est qu'on t'a poussé un peu comme le multisport ou des trucs comme ça? J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des coachs qui me poussaient à faire de tout pour ensuite trouver ma voie, ce qui est malheureusement plus trop le cas maintenant. Je trouve que les jeunes ils se spécialisent très très tôt, mais derrière au final vous savez pas là où vous êtes vraiment bon. Moi je suis tombée dans le saut en longueur un peu par hasard. Ma première compétition en longueur, c'était vraiment pour aller accompagner une copine qui voulait pas le faire toute seule, et je lui ai dit je le ferai avec toi. Et c'est comme ça que j'ai découvert en fait que j'avais des capacités au saut en longueur. Donc le fait d'avoir fait un peu de tout, ça m'a permis derrière de me diriger vers cette discipline. Et donc j'ai commencé très très jeune. C'est quoi les capacités qu'il faut pour faire du saut en longueur du coup? Les capacités, je dirais, en tout cas pour moi, je suis vraiment en puissance. Donc, je dirais être capable d'assumer la vitesse et de la retranscrire sur la planche et le saut. Ça, pour le coup, on arrive à vraiment des vitesses quand même assez importantes. Et donc, il faut être capable d'avoir assez de puissance, de plio, etc., pour pouvoir vraiment encaisser le saut. Je dirais aussi, moi, la plio aussi, c'est des choses que je travaille beaucoup. C'est quoi la plio? Vraiment tout ce qui est, par exemple, sauter sur la boxe, etc., pour travailler le pied, l'élasticité du pied et le renvoi. Et donc la vitesse, la puissance et un peu de souplesse quand même, c'est cool. Ça demande beaucoup de choses, beaucoup de détails, mais c'est ce que j'aime au final au saut en longueur, c'est cette capacité à poser le pied exactement au bon endroit pour le faire valider. Moi je trouve ça impressionnant à 1 centimètre près, même à 1 millimètre près, tu peux te rater. Ouais. Et ça, c'est dernier moment, quoi. Oui. Tu sais que tu sautes et tu sais pendant ton saut que c'est mort quand même. Il y en a qui arrivent à le savoir, il y en a d'autres, c'est tellement petit. Enfin, des fois, c'est 1 millimètre. Donc, des fois, tu peux pas le savoir. Donc, tu fais quand même ton saut. Mais c'est vrai que c'est dur. Des fois, quand tu mords de 10 cm, tu sais que tu as mordu. Donc, des fois, tu avortes le saut. Mais des fois, tu le sais pas encore. Et en sortant, tu te dis « Ah !» Et en fait, non. Donc, du coup... Et parce que tu t'élances sur combien de mètres quand Moi, ma course d'élan est assez longue. Elle est un peu plus de 50 mètres. Okay. Enfin, j'ai 47 mètres d'élan et 10 mètres de pré-élan presque. Donc, elle est très longue. Ouais. C'est un délire.
Mais je pense que je suis l'une des personnes qui a la course d'élan la plus longue. À chaque fois, je suis toujours au fond. Parce que tu es obligé d'avoir un minimum ou un maximum, ou c'est un peu comme tu veux? Vraiment, c'est comme tu veux. Tu gères ta course d'élan comme tu veux. Nous, en travaillant avec mon entraîneur, on s'est rendu compte que j'étais bien. Enfin, il me fallait vraiment de l'espace pour pouvoir générer de la vitesse. Et donc, je me sentais bien sur 20 foulées. Beaucoup de femmes sont sur 18 foulées. Mais moi, 20 foulées, ça m'allait mais complètement. Et on a mis beaucoup de temps à trouver cette course d'élan parfaite, entre guillemets. Et là, c'est là où je me sens le mieux, en fait. Donc, j'arrive à m'exprimer sur 20 foulées. Donc, je reste là-dessus. Et aujourd'hui, ton record est de? Et mon record, c'est 6,72 m. Et du coup, moi, je ne sais pas du tout. 6,72 m, c'est une performance internationale A, donc c'est quand même assez intéressant. Après, cette année, j'ai fait 6,57 m, donc c'est mon record hivernal. J'ai fait la saison hivernale de ma vie, pour le coup. J'ai une superbe saison hyper régulière à plus de 6,50, donc à un niveau international B. Et là, l'objectif, vraiment, ça va être d'aller chercher les minima pour les Jeux Olympiques. Et les minima sont à 6,86 m. 6,80 m. Donc, c'est quelque chose que tu n'as pas encore fait? Non, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Donc, c'est un objectif quand même assez important. Il faut savoir qu'au championnat du monde cet hiver, tu pouvais être médaillé avec 6,86 m. Donc voilà. Mais dans tous les cas, il y a quand même un moyen de se qualifier aux JO, parce que je pense que tout le monde ne fera pas les minima, peut-être une dizaine de personnes. Mais ce sera vraiment au ranking mondial. Donc, il faut être dans le top 32 au ranking mondial. Et actuellement, je suis 30e par là. Je suis dans les 30. Donc, ça va. Donc, ça va, mais je ne suis pas encore sereine. Je veux aller vraiment... Je sens que je peux aller viser cette année les minima. Donc, ça va être l'objectif là, de la saison, très tôt dans la saison. Et dans tous les cas, en tout cas, m'en rapprocher pour remonter, du coup, logiquement, dans le ranking mondial. Et les 6,82 m, c'est ça? 86. 86 Oui. Oh, super, la mémoire, mais génial. Est-ce que c'est la même chose pour femmes et hommes, typiquement, pour rentrer dans les JO? Est-ce que c'est les mêmes stats qu'il faut? Alors, pour les hommes, ils ont des minima différents. Si je ne me trompe pas, c'est 8,26. Ah ouais, ça a rien 26 à voir. ou 27. Ouais. 1,80 m de plus? Oui. Non. Bref, alors, les maths, c'est pour vous. Hein. Si. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Pour le coup, les hommes, ils sont impressionnants. Ouais. Okay. Donc non, sinon ce serait pas juste s'ils devaient faire 6,80 m. Je pense que tout le monde beaucoup feraient les minima, donc c'est pas envisageable. Mais eux aussi, par contre, c'est pareil. On a un système de minima et de ranking mondial avec un top 32 pareil à 3 par pays. Ok. Est-ce que toi, tu as un avantage par rapport à ta taille ou un élément morphologique ou par rapport à d'autres personnes? Je pense que le saut en longueur, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment beaucoup de morphotypes. Il y a des petites qui sont très fortes. Je pense à Jasmine Sawyers qui a fait championne d'Europe et qui est vraiment toute petite de taille. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de grandes aussi, des femmes qui sont très très minces, d'autres qui sont vraiment puissantes, très musclées. C'est quand même différent, par exemple, du saut à la perche où on voit que les meilleures mondiales, elles sont toutes hyper grandes et très très fines. Là, sur certaines épreuves, c'est quand même préférable. Mais au saut en longueur, on voit qu'au final, il y a quand même... je ne parlerai pas d'inclusion, mais c'est quand même... accessible à beaucoup. Ouais, c'est très accessible à tous les types de personnes, en fait. Ouais. Et donc, c'est quoi les petits trucs que tu nous as ramenés aujourd'hui, là? Alors là, je t'ai ramené aujourd'hui... je commence par celui-ci. C'est mon trophée de MVP, Woman MVP... de ma fac, donc University of South Carolina, que j'ai eu en 2010. Celui-ci, c'est 2018, il y avait les mêmes. Il vient de loin, lui. Et ça, il y a mon prénom dessus, je ne sais pas si vous voyez, mais j'étais super contente. Yes. Parce que être MVP d'une fac en SEC, donc cette conférence-là, c'est la plus forte, en fait, des États-Unis. MVP, c'est genre l'athlète top niveau. Ça veut dire quoi, MVP? Oula, bonne question. Faudra pas poster ça parce que je ne sais pas. Mais en gros, c'est pour dire que je suis la meilleure athlète. C'est ça. T'inquiète, on n'est pas obligé de savoir. Ça c'est une bonne question. Faut aller trouver ce que ça veut dire MVP. Je ne sais pas du regarde, tout. On va aller voir tout de suite. J'espère que ce sera pas diffusé. Là, c'est la honte. C'est là. Oh non. Ah mais tu sais, ça arrive. À tout non, je sais pas ce que ça veut dire MVP. Pour moi, ça paraît tellement logique que du coup, faut pas me demander ce que ça veut dire. C'est joueur de grande valeur. Le joueur de plus grande valeur. Ouais, c'est ça. Hein. Joueur le plus précieux, joueur de plus grande valeur. Most valuable player. C'est ça. Ok. Voilà.
Putain, madame. Donc ça, ça fait plaisir. Vraiment, j'étais super contente parce qu'en plus, c'est sur un gala où il y a vraiment tous les sports, donc universitaires. Donc tu avais les footballeurs, les basketteurs, basketteuses, golf, tennis. Et du coup, on nomme les meilleurs athlètes de... là, pour le coup, c'était track and field. Mais ouais, ça, c'était vraiment cool pour le coup. Je venais de valider mon 6,72 m. C'était des belles saisons et des beaux souvenirs, vraiment. Donc, je t'ai amené ça sur la partie américaine. Magnifique. Et ça, cette médaille-là, il n'y a pas marqué MVP, donc il n'y aura pas de questions pièges. Championne de France élite du saut en longueur féminin en 2023. Donc, c'était en juillet dernier. Et cette médaille-là, c'est mon deuxième titre de championne de France. Ouais. Je crois que j'ai un peu plus de 10 médailles nationaux, mais que 2 titres vraiment, donc la médaille d'or. Et cette médaille-là, elle est précieuse à mes yeux, parce que même si c'est pas la première médaille, mais c'était le fruit de beaucoup de sacrifices, beaucoup de remises en question, de résilience. C'est souvent ça que ça reflète. C'était pas simple. C'est clair. Donc celle-là, vraiment, elle fait du bien. Elle a fait du bien et surtout 1 an avant les JO, je me dis, ok, tu l'as fait au bon moment, parce que c'était rassurant de se dire que tous ces sacrifices-là sont en train de payer, notamment le retour du Covid, le retour des États-Unis en France. Parce que c'est à ce moment-là que tu es rentrée. Oui, donc ça a été très compliqué. C'est pour ça que tu es rentrée Oui, je suis rentrée. Je pensais pas rester, mais j'étais rentrée en fait en mode, bon, je vais rassurer maman, tout va bien, je regarde trop la télé. Je vais venir 2 semaines et repartir, sauf que je me suis retrouvée bloquée en France. Fermeture des frontières, etc. Et je suis restée tellement longtemps, plusieurs mois, et je me voyais pas repartir en France, je me voyais pas repartir aux États-Unis, parce que je m'étais réhabituée à ma vie française, mes amis, la nourriture, tout ça en fait. La nourriture. La nourriture, parlons-en. Ça devrait être le top 1, ça. Quand même. Donc, du coup, j'étais vraiment trop bien ici. Donc, j'ai décidé de vraiment me dire, OK, les Jeux Olympiques, c'est à Paris, donc autant préparer en France. Puis, c'était pas simple parce qu'il fallait recréer toute une équipe. Donc, c'est tout ce qui est le kiné, les coachs, le préparateur mental, le physique, tous les partenaires, trouver des partenaires, etc. pour pouvoir financer tout ça. C'était pas simple. Mais au bout de quelques années, ça a commencé à porter ses fruits. Donc, voilà. Très bien. Ça fait plaisir. Et question peut-être bête, je ne sais pas. Mais si tu avais été aux US, est-ce que tu aurais pu faire les JO sous le nom USA Non, il faut vraiment avoir la nationalité pour pouvoir... Ouais. En fait, le côté universitaire, c'est que vraiment, c'est ce qui rend incroyable les États-Unis, c'est qu'on a des personnes qui viennent du monde entier pour représenter l'université. Mais par contre, pour les sélections, il faut vraiment avoir la nationalité. Donc, j'aurais pu, par contre, m'entraîner aux États-Unis et représenter la France le jour J. Ouais. Et quand tu es revenu en France, tu as senti le soutien de tes proches ? Est-ce que ça apporte quelque chose dans ta vie de tous les jours ? C'est important pour toi ? Ouais, c'est très important. Et je pense que c'est aussi, ça fait partie des raisons que j'ai énoncées tout à l'heure. Du fait que j'avais vraiment envie de rester parce que j'ai ressenti de nouveau cette proximité avec ma famille, alors que depuis que j'ai 18 ans, je voyage vraiment partout dans le monde entier. Et là, le fait de revenir un peu en France, ça m'a fait du bien. Donc ouais, la famille, le soutien que j'ai, c'est la chose la plus importante pour moi. Et donc quand je dis la famille, c'est aussi les amis, les fans, toutes ces personnes qui nous suivent. Je ressens de nouveau cette proximité avec eux et ça crée une émulation très, très positive. Trop bien, trop cool. Tout à l'heure, tu parlais de nourriture. Revenons-en. En tant qu'athlète, entre l'Amérique et la France, tu te nourrissais d'une manière différente ou c'était similaire ? La nourriture, c'est-à-dire que tu peux avoir le même aliment, entre guillemets. Tu peux avoir un raisin, mais le raisin français... Mais plus par rapport au coach ou comment il te conseille de te nourrir, est-ce qu'il y a un mindset différent ? Sachant que la nourriture est différente, il y a plus de régulation quand même en France, même en Europe, par rapport aux États-Unis. Et du coup, ce qu'on mange, c'est quand même très différent. Mais souvent, on nous demande de manger la même chose. Chaque athlète, que ce soit en France, à Dubaï ou en Chine, on sait à peu près ce qu'on a besoin pour performer. Et donc, c'est quand même une alimentation saine qui sera
vraiment préférés des coachs. Donc oui, quand même, je mangeais quand même à peu près la même chose, mais peut-être en moins grande quantité quand j'étais aux États-Unis, parce que du coup, les pesticides, il y a beaucoup de choses dans ce qu'on mangeait, donc je faisais quand même un peu plus attention, alors qu'en France, c'est les yeux fermés que je commande mes aliments. Ouais. Et du coup, ta routine, au niveau de la nourriture, sur une journée, c'est quoi ? Sur une journée, ça dépend de quand. Parce que si tu me dis en pleine période de compétition, ce sera complètement différent de off-season, où clairement, si j'ai envie de manger un burger, je vais manger mon burger parce qu'il me fera plaisir. Et donc, s'il me fait plaisir dans la tête, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Ça va te faire du bien quand même. Mais oui, par contre, il y a des périodes où je fais très attention. Donc, sur des périodes de préparation, on va être plus sur de la protéine, manger plus de protéines pour renforcer le muscle, etc. Sur des périodes de compétition, je vais essayer de m'affûter, donc très léger. Donc voilà, pas trop de pâtes, enfin manger des pâtes mais pas trop. Je vais vraiment diminuer en fait mes quantités pour arriver à un poids de forme. Ouais, typiquement aujourd'hui, tu nous disais, on t'a servi un verre d'eau et tu disais je bois pas trop, je mange pas trop. Alors ça, pour le coup, c'est pour d'autres raisons, mais par contre l'eau, c'est vraiment. C'est vital pour. Oui, ça, l'eau, c'est à volonté. Je bois entre 3 et 4 litres d'eau par jour, donc je m'hydrate énormément. Parce que entraînement tous les jours, tu disais 7 entraînements par semaine, 8 Alors, entraînements. Je m'entraîne entre 19 et 24 heures par semaine. Donc, des fois en bi-quotidien, des fois juste une fois par jour. Sur certaines périodes, du coup, sans parler des compétitions, des temps, ça c'est très oublié, il faut en parler, des temps de récupération avec les kinés, la rééducation, quand on a des petites blessures, ischio, etc. Enfin, moi, j'y vais 2 fois par semaine minimum, voire 3. C'est entre 2 et 3 par semaine. Les temps qu'on passe chez le nutritionniste, chez la psychologue des sports, à chercher des partenaires, c'est vraiment là, 19-24 heures, c'est vraiment que les entraînements, mais tout le reste, je ne peux même pas compter combien d'heures je passe vraiment dans ma préparation olympique. Et tu concilies ça avec ton travail, du coup, plus en parallèle. Comme si c'était pas assez. Comment ça se passe? Comment tu fais? Et c'est des sacrifices? À quel prix tu peux gérer les deux? C'est vrai. Alors, mon employeur, le Crédit Mutuel, où je suis depuis maintenant 1 an et demi, me permet en fait d'avoir un aménagement d'emploi du temps qui est quand même très précieux. Faut le dire, parce que sinon, ce serait pas possible de faire 40 heures plus 40 heures, non. Ce serait pas qualitatif, on va dire. Donc, j'ai de la chance d'avoir un employeur qui croit en mon projet et donc qui a décidé de m'accompagner dans ce projet-là. Et donc, j'ai un aménagement en fait d'emploi du temps et disons qu'en gros, c'est un mécénat de compétences. Du coup, où j'ai des heures qui sont vraiment allouées à mes entraînements, à ma préparation olympique, et d'autres heures où je suis vraiment sur site. C'est comme si ton entreprise était ton sponsor au final. Pas mon sponsor du coup, mais mon mécène plutôt. Ton mécène. Ouais, plutôt mon mécène. Sponsor, ça voudrait dire qu'en gros... Ça met la marque sur toi, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Alors que c'est un petit peu différent. Là, on est vraiment sur un accompagnement d'un double projet professionnel et sportif, mais ça revient presque à la même chose. Et c'est quoi ton métier ? Alors, j'ai été pendant 1 an chargée de projet RH, donc au Crédit Mutuel. Donc, je m'occupais de tout ce qui était qualité de vie au travail, la mission handicap, voilà, des super sujets, les risques professionnels. Super sujet très intéressant, bien que rien à voir avec mes études, etc. Et là, cette année, j'ai rejoint le centre d'affaires et je suis en train de me former au métier de chargé d'affaires. Et donc, au siège, on travaille avec les entreprises, que les entreprises, du coup, pas de particuliers, mais qui ont un chiffre d'affaires entre 3 et 30 millions d'euros. Donc, très intéressant, mais du coup, je suis vraiment là en apprentissage, on va dire, sachant que je ne peux pas avoir un portefeuille aujourd'hui parce que je voyage énormément, je n'ai pas encore les connaissances nécessaires. Là, je suis vraiment en apprentissage, du coup, au centre d'affaires, mais c'est génial, j'adore. Et tu parlais sponsors, justement, je reviens un peu là-dessus. C'est quoi la place des sponsors dans ton sport aujourd'hui ? Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte, etc. Alors, sachant qu'on est dans un sport individuel, les sponsors ont une importance capitale. Sans eux, en fait, on ne peut pas avoir un projet olympique parce que ça a son prix. On dit que pour les sportifs, pour l'athlétisme, il faudrait à peu près 25 000 euros pour financer sa carrière, son projet olympique par an. Et donc derrière, c'est à nous d'aller chercher ces sponsors-là.
Donc, c'est très important, mais ce n'est pas forcément facile. Aujourd'hui, je pense que les entreprises sont de plus en plus ouvertes à accompagner les entreprises parce qu'ils se rendent compte des bienfaits qu'on a au sein de l'entreprise et même au niveau externe, entre guillemets, avec la communication, le marketing qui peuvent aider quand même les entreprises, mais aussi en interne, tout ce qui est dans tout ce qui est la qualité de vie au travail, échanger sur des valeurs communes qu'on partage, c'est-à-dire la performance, la résilience, enfin tout c'est des valeurs en fait qui parlent aussi au milieu privé, et donc c'est super sympa, il y a des échanges qui se créent qui sont hyper importants et qui fonctionnent. Mais c'est pas simple. Tu m'étonnes. Oui. Un petit combat au quotidien aussi, quoi. C'est ça. Je finissais juste. Je sais pas si je sais même pas si on a le droit d'en parler ou quoi, mais bon, c'est sur les réseaux et tout. T'as Jarry qui te soutient. Oui. Typiquement, lui, c'est quoi sa place dans ton environnement, etc. Alors aujourd'hui, il occupe limite la place principale dans tout ce qui est accompagnement parce que c'est mon sponsor principal. Ouais. C'est une personne que j'ai rencontrée et par le biais d'Erwan Lecor, qui est mon kiné, mais aussi la personne qui m'accompagne justement dans ma recherche de partenariat, parce que clairement, je ne peux pas tout faire et j'ai beaucoup de chance du coup d'avoir cet entourage-là qui m'accompagne sur ces questions-là. Et donc, j'ai rencontré Jarry, qui est une personne exceptionnelle, parce qu'au-delà de l'accompagnement financier, c'est une personne qui prend le temps, enfin c'est Jarry quand même, on parle de Jarry, la personne qui fait tellement de choses et qui prend quand même le temps de m'appeler avant chaque compétition, après chaque compétition. C'est qui Jarry ? Jarry, l'humoriste, le présentateur. Ah oui, ok. J'étais au mode je connais pas. Si, quand même. Ok, maintenant c'est bon, je vais le lire. Et donc oui, c'est ça, et il prend le temps de m'accompagner et vraiment psychologiquement, émotionnellement, il me fait aussi du coaching dans ma préparation mentale, etc. et l'approche des compètes, comment j'appréhende tout ça. Et aujourd'hui, c'est devenu un ami, en fait. C'est plus qu'un sponsor. Clairement. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance de l'avoir parce que derrière, ça me permet de financer aujourd'hui mon stage par 6 semaines aux États-Unis avec Erwan. Et donc, ça finance tout ça. Donc c'est énorme, clairement. Vraiment. Au-delà de l'aspect financier, aujourd'hui, c'est un ami. C'est-à-dire que ce qu'on voit à la télé, c'est lui, mais fois 100. C'est-à-dire que c'est vraiment lui, en fait. Ouais. Et c'est rare. Donc, beaucoup de chance. Trop bien. Ouais. Trop cool. J'ai de la chance de l'avoir. Ouais. J'ai le Crédit Mutuel. Aujourd'hui, BPM Group qui m'accompagne aussi. On y sera demain, d'ailleurs. Oui, on y sera demain pour la session de dédicace, c'est ça ? Dans la classe. Les portes ouvertes de BPM Group à Orvaux. Donc, venez nombreux. Je ne sais pas si ils auront le temps de voir, mais voilà. Négatif. Donc, beaucoup de chance de les avoir aussi. Après, c'est du coup des accompagnements, mais plus dans les services. C'est-à-dire que quand l'entreprise ne peut pas accompagner financièrement, ce sera par le biais de services, en fait, comme Caliceo, qui ouvre ses portes gratuitement, Njord Cryothérapie. C'est sûr que je dois en oublier et c'est horrible, mais voilà, en tout cas, ce à quoi je pense. Il y a effectivement, bien sûr, Four Trainer qui me donne du matériel pour que je puisse m'équiper. Orthonov, pareil, qui, suite à ma blessure là au genou, m'a donné du matériel pour m'accompagner aux États-Unis, etc. Et c'est du matériel qui coûte cher et que je pourrais clairement pas financer toute seule. Donc, j'ai énormément de chance de les avoir. Et après, on a les partenaires institutionnels. Donc, tout ce qui est la mairie, par exemple, de Haute-Goulaine qui m'accompagne aussi dans mon projet. La métropole, le département. Enfin, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de chance d'avoir toutes ces personnes-là, en fait, qui nous accompagnent. Et je pense qu'on se rend compte qu'on n'est pas sur un travail sur un sport, individuel, mais vraiment sur un sport d'équipe, quoi. J'ai besoin de toutes ces personnes-là, ils créent mon écosystème pour réussir. Et si on réussit ensemble. Tu as fait le lapsus de ce travail. Est-ce que tu vois ça comme un travail ou vraiment comme un sport ? C'est un travail. C'est un job à plein temps, quoi. Ah oui, non, on peut pas dire que c'est... Non, toute l'implication que ça demande, c'est un travail, mais c'est une passion, donc on le voit pas vraiment. Je pense que c'est pour ça, c'est ce que tu dis, c'est c'est pas la même échelle que ton job au Crédit Mutuel, typiquement. C'est pas la même échelle, tu mets pas la même énergie, non, pas du charge mentale, etc. Pas du tout. Ouais, mon corps c'est mon outil de travail, le sport c'est mon travail. Je le fais de manière professionnelle. Mais comme c'est une passion, je le ressens pas comme ça en fait. Trop bien.
je continue un petit peu sur plus nous, où nous sommes, puisqu'on tourne à Nantes. Comment tu te sens dans cette ville? Est-ce que c'est une ville qui aide au développement des athlètes, Oui. etc., avec le NMA et tout? J'ai énormément de chance d'avoir rejoint mon club, donc le Nantes Métropole Athlétisme, après cette période de Covid, donc 2021. Et donc, ça fait 3 ans que je suis à Nantes et je ne regrette absolument pas du tout ce choix d'avoir rejoint mon club. Cool. Déjà, mon club, il a une place hyper importante. Il m'accompagne au quotidien, donc j'ai beaucoup de chance de les avoir. Et en plus, la ville, le Crêpes des Pays de Loire, et je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, tu as vu le stadium Pierre Quinon. Le Crêpes, c'est juste incroyable. Enfin, on a tout ce dont on a besoin pour être aujourd'hui un athlète performant. Ouais. Et donc, ça s'est ressenti clairement sur mes performances. On manque de rien, en fait. Donc, clairement, la ville est une ville sportive. Et c'est un plaisir de pouvoir faire ce sport dans cette ville. Et tu parlais du stadium, justement, le stadium Pierre Quinon, qui est non. C'est ça. Ouais, je ne sais pas trop. On s'était rencontrés là-bas il y a 1 an. Et tu nous disais que ton mantra, c'était « Believe in yourself ». Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours la même chose, 1 an après, du coup? Est-ce que tu es à fond encore dedans? Tu crois en toi, même malgré les moments de doute et tout, tu fonces comme une Rougui le ferait? Encore plus qu'il y a 1 an. Ouais. Tu te sens. Je pense que Believe in yourself, c'est je me l'applique, je me le répète, je me regarde dans le miroir, si besoin, enfin vraiment, je force mon cerveau à y croire pendant des moments de doute, de blessure où c'est difficile, où des fois on se dit mais pourquoi tu fais ça en fait? Qui t'a envoyé quand t'as une séance de côte? Et que vraiment, tu finis, tu vomis, t'es au bout de ta vie. Enfin, vraiment, ça te demande tellement que tu te dis, mais qui t'a envoyé? Et là, tu te dis, non, en fait, c'est ça, c'est believe in yourself et know your whys. Il faut avoir une raison. Et un why, c'est un pourquoi tu fais ça. C'est important de se le dire. Et ça, je vous challenge tous aujourd'hui à vous poser la question, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin? Pourquoi on se lève le matin? Est-ce que c'est par automatisme, par routine? Et là, c'est dur parce que les journées peuvent être très, très longues. Ou est-ce qu'on a une raison? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'envie d'être fier de soi? Enfin, je sais pas, chacun a son why et je vous challenge aujourd'hui à le trouver. Mais moi, c'est ces 2 choses-là qui me permettent de réussir tout ce que je fais dans ma vie. Et aujourd'hui, je crois en moi, je veux y arriver et je mets tout en place pour y arriver. Et c'est le message au final que j'envoie aux jeunes quand je vais en école pour échanger avec les jeunes ou en entreprise, c'est croyez en vous et ne laissez personne vous limiter ou vous dire ce dont vous êtes capable ou non. Si vous avez un rêve, mettez les choses en place. Ce sera pas facile, hein. Je dis pas que c'est très facile, mais mettez en place tout ce qu'il faut et vous y arriverez. Là, c'est... Je vais aller me coucher tellement plus... Cherche ton why. Chercher mon why. Incroyable. Parce que finalement, il y avait une petite question qui était quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'athlétisme, peut-être un peu plus axé dans le sport, plus qu'un mantra. Est-ce que tu as un petit conseil comme ça à donner, un truc aux petits jeunes, tu vois, qui étaient avec nous quand on t'a interviewé Ouais, vraiment, ce serait prenez du plaisir. Ouais. Pour les jeunes, c'est... franchement, en étant jeune, allez pas essayer d'être le champion, tout de suite, de vous mettre trop de pression, en fait. Et en tout cas, si vous voulez être champion, mais allez-y, mais avec cette innocence. Vraiment, ça, c'est... Je ne cesserai de le répéter, et que ce soit le sport ou non, prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Parce qu'en grandissant, il y aura des sacrifices à faire. Ce sera déjà assez difficile comme ça. Donc, pendant que vous êtes jeune, please, réalisez vos objectifs, mais prenez du plaisir. Gardez cette innocence-là. En fait, au final, le sport, c'est quoi? C'est un jeu à la base. Ouais. Donc, prenez-le comme un jeu le plus longtemps possible. Voilà. D'ailleurs, j'aimerais savoir, toi, quelle est ta vision de la défaite? Parce que là, tu nous as ramené 2 trophées. Je pense que pour arriver à ce stade-là, il s'en est passé des choses. Je pense que ta vision a dû évoluer avec le temps. Oui. Et tu peux nous raconter un peu ça? Ça, c'est une bonne question. Tu m'as demandé de ramener des objets, donc j'ai ramené les objets de la réussite, évidemment, parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qui brille. C'est ça. Mais là, il y a 2 objets. Mais si je devais ramener toutes mes défaites, je pense qu'on aurait besoin de toute la table. Et elle est grande. Et elle est grande, c'est une grande table. Mais tout ça pour dire que derrière ces petites réussites-là, il y a énormément d'échecs, de
de remise en question. Je pense que si je devais peut-être donner une anecdote en rapide, ce serait peut-être ma non-qualification au championnat du monde de Londres. Je crois que c'était en 2017, alors que je fais la meilleure saison de ma vie. Je fais 6,72 m. Et pour 2 cm, je ne suis pas qualifiée au championnat du monde. Et ça fait mal. Quand ça a rien en right? plus. Ouais. C'est des choses comme ça. Clairement, on le voit comme un échec alors que tu as eu une superbe saison. Mais derrière, voilà, tu n'as pas réussi à atteindre ton objectif. Et derrière, c'est comment est-ce que tu te remobilises pour repartir. Parce que derrière, tu te dis, il faut se repréparer et refaire tout ça pendant 1 an encore. Et oui, on le fait, on est encore là. Et pareil, le Covid, quand je rentre, je vous ai dit, c'était très difficile. Quand je dis que j'ai remobilisé une équipe, c'était derrière. Il y avait 1 an de sentiment d'échec. La blessure avant les sélections pour Tokyo. Et là, derrière, tu te dis, attends, c'est dur quand même. J'ai fait beaucoup et ça n'a pas payé. Et ça ne payera pas toujours. Mais est-ce que ça veut dire qu'on tente pas ? L'avantage, c'est que c'est une passion aussi déjà pour toi. Donc déjà, tu le fais pour toi. Oui. Au-delà de la réussite et des feux des projecteurs. Et j'ai oublié ma question, mais c'est pas grave. Ça reviendra mais du coup, en gros, ma ouais. vision de l'échec, c'est... Oui. Il y a des réussites, mais il y aura énormément d'échecs. Et maintenant, c'est sa capacité à se remobiliser après un échec pour vraiment atteindre l'objectif final. Et ce que je fais, c'est que moi, j'ai des objectifs à long terme, à moyen terme et à court terme. Et ça me permet d'encaisser un peu mieux souvent les petites défaites. Parce que je me dis que l'objectif, c'est Tokyo. C'était Tokyo. Ouais. Aujourd'hui, c'est Paris. Et donc, je coche mes petites phases. C'est quand je réussis à faire un power clean et ajouter 5 kilos. Je suis super contente. C'était des petites victoires. Oui, je me fais des petites victoires. Hyper important dans la vie de tous les jours. De slicer ses objectifs pour cocher le plus de cases possible. Ouais. Et sport et non-sport, encore une fois, c'est super important vraiment. Et des objectifs à court, moyen et long terme. C'est ce qui vous permettra d'avancer vers l'objectif final. Et de faire face du coup aux défaites. Et du coup, aujourd'hui... As-tu retrouvé ta question ? Oui. Aujourd'hui, du coup, tu as 2 travails, techniquement. Tu penses que tu vas pouvoir vivre à terme de l'athlétisme ? J'espère. Franchement, ce serait cool. Ce serait cool, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Et puis ça durerait peut-être pas parce que techniquement une carrière, ça s'arrête quand ? Quand on veut vraiment. Ça peut durer. Moi, personnellement, je pense pas aller jusqu'à 39, 40 ans. Enfin, clairement, non. C'est ça les âges à peu près où on arrête. Je pense que souvent, pour le saut en longueur, on peut aller jusqu'à 34, 35, enfin plus. Mais moi, en tout cas, mon objectif, ce serait, si tout se passe bien, d'aller jusqu'à LA, même si c'était pas du tout le cas il y a 1 an, par exemple. Pour moi, c'était Paris, et puis voilà, c'est tout. Aujourd'hui, je me rends compte que je me sens bien, le corps, il tient. Et donc, je me dis, pourquoi pas ? Mais je me forcerai pas à aller chercher des choses que je sens... Enfin, j'infligerai pas à mon corps des choses qu'il peut pas encaisser, en fait. Okay. Donc, Paris, c'est sûr. Ouais. Et après, on verra. C'est ouf. Parce que tu te vois où, en fait ? Dans 10 ans ? Tu te vois coach ? Tu te vois... Techniquement, parce que quand tu auras arrêté... Non, je me vois pas coach. Tu te vois pas coach. T'arrêterais le sport ou tu continues le sport Je pense que j'aurai toujours maintenant un pied sur le sport parce qu'au final, les conférences, j'adore ça. Motiver, échanger, j'adore. Donc, j'aurai un petit pied dans le monde du sport, mais ce sera pas mon activité principale, je pense. Ouais. Mais du coup, je pense qu'on a squeezé ta question. Je sais plus ce que c'était. Mais C'était une question bien. C'était une bonne question. Bonne question. Mais oui, vivre de son sport, pardon. Vas-y. Pas beaucoup d'athlètes aujourd'hui vivent de leur sport et c'est pour ça qu'on doit aller chercher un travail, des aménagements, etc. Parce que c'est pas le foot, c'est pas d'autres sports où c'est très facile d'en vivre. Pas le basket, pas le tennis. Non. Donc très difficile, mais possible, pas impossible. Si tu arrives à prendre le temps d'aller chercher des sponsors, les partenariats, etc., ça peut se faire. Trop lourd. Voilà. Ça fait rêver en vrai. C'est un beau message de fin, ça, non ? Carrément. Je te pose la dernière petite question. On est sur un format un peu plus court aujourd'hui, on va tester, c'est très bien. C'est quoi ton rêve ultime ? C'est la question qu'on pose à chaque épisode. Quel est ton rêve ultime ? Que ça soit sportif ou non ? Mon rêve ultime, c'est que la jeune Rougui, la petite Rougui, soit fière de la grande Rougui. Qu'elle se regarde et qu'elle se dise « Ok, I'm very proud of you. » Vraiment... Tu es la fille, quoi. J'ai voulu traduire en français, c'était dégueulasse, mais vraiment, voilà, t'as réussi à accomplir beaucoup de choses pour toi,
pour ton entourage, pour toutes les personnes qui te suivent. Et voilà, tu as réussi, malgré que c'était pas forcément simple. Tu t'es donné et tu as réussi à valider tes objectifs. Donc, tu es fier de toi et je pense que c'est tout. Vraiment, c'est vraiment tout. C'est trop bien. Voilà, avoir cette fierté-là de me dire que c'était pas facile, mais j'ai mis en place les choses et j'ai réussi. Je pense que tu peux être un peu fier de toi. Oui. Quand même. T'es sur le bon chemin. Oui. Hein, tout petit peu. Un petit chemin sympa. Tout petit peu. Je pense que Paris, ce sera un très grand... Enfin, ce sera un accomplissement pour moi aussi. Bah, clairement. Parce que c'est la première fois que tu fais les Olympiques. Ce sera mes premiers JO, en plus à Paris. La dernière fois, c'était il y a 100 ans. La prochaine fois, on ne sera plus là. Donc, c'est vrai. Vraiment, on a tous une chance incroyable, que ce soit en tant que sportif ou même spectateur, d'avoir les JO à Paris chez nous. Et donc, il faut qu'on le vive à 100%. Génial. Ouais. Bah ouais, t'as bien raison. J'adore. Ouais. On sera là, nous. On regardera. Ben, j'espère, peut-être même qu'on sera sur le terrain, je ne sais pas encore, mais on verra. On verra. Croise les doigts. Marougui, écoute, je crois qu'on est bon. On a un truc comme 40 minutes à peu près. Ok. Et c'était un honneur. Super, c'était vraiment un grand plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous, avec les internautes. Donc voilà, croyez en vous, faites-vous plaisir et prenez du plaisir. Let's go. J'en profite. Je remercie déjà Marougui, je remercie mon Gab, je remercie la prison du Bouffet qui nous accueille aujourd'hui et pour les épisodes précédents et ceux qui vont venir. Donc merci à vous. Il y en a quelques-uns. Et je te laisse prendre le clap. Et tu vas faire le clap de fin. Et l'image se coupera sur le clap. Marougui, merci beaucoup. Allez. Une belle journée à tout le monde. Ciao.